Ben, on va peut-être commencer. Il est 9h05, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler de comptabilité environnementale et puis on va également parler de la place que la comptabilité environnementale peut occuper dans une sorte de comptabilité élargie de l'entreprise que nous appelons la triple empreinte. Voilà, donc je m'appelle Alan Sustek, je dirige Goodwill Management et je vais avoir le plaisir de vous faire cette présentation. Comme c'est assez classique maintenant dans les webinaires, hein, je vais vous faire une présentation qui va durer à peu près 40-45 minutes. Et puis ensuite, on aura un petit peu de temps pour les questions et on se quitte aux alentours de 10 heures. Donc si vous avez des questions, on est trop nombreux pour que vous les posiez en live. Donc vous les posez dans le chat et puis Émilie me posera les questions les plus fréquentes qui sont apparues pendant la séance à la fin de celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, pas grand-chose. Je démarre. Alors pourquoi ça ne marche pas maintenant? Bien sûr, il y a toujours un problème. Non, c'est bon. Voilà. Donc, je vais vous dire un peu qui on est. Je vais dire 3 mots de Goodwill rapidement. Ensuite, je ferai une petite introduction. On parlera du sujet principal de la matinée qui est l'empreinte environnementale. Et puis, je vous ferai un petit topo aussi sur la triple empreinte. Donc, premièrement, qui sommes-nous? Alors, Goodwill est un cabinet de conseil en développement durable que j'ai créé il y a 18 ans. On est un petit peu plus d'une vingtaine de personnes aujourd'hui. On fait à peu près 2 millions de chiffres d'affaires. On intervient dans 17 pays et on a une clientèle vraiment très diversifiée avec des organisations publiques et privées vraiment de toute taille. C'est-à-dire que dans la liste que vous voyez ici en bas, les logos que vous voyez, il y a des structures qui sont toutes petites. Et puis, bien sûr, il y a des groupes du CAC 40. Voilà. Et sinon, on intervient aussi pour des collectivités, pour l'administration, point de suspension. Alors, on a une offre qui est composée de 3 grands volets. Le premier, qui est, je dirais, notre volet historique, c'est le conseil en responsabilité sociétale des entreprises. On a une grosse activité, et c'est de ça qu'on va parler ce matin, en économie et finances responsables. Et puis, on a également une activité dans le domaine du conseil en économie circulaire et en basse technologie. Le point important, particulièrement important pour la présentation de ce matin, c'est le souci que nous avons, sans dire bien sûr que nous sommes parfaits, parce que dans l'innovation, il y a toujours beaucoup d'imperfections, mais le souci de faire des trucs sérieux. Bon. Et donc opposables à des tiers. Alors c'est le cas. Ici, vous avez quelques petits exemples, je ne les balaye pas tous. Très régulièrement, tous les calculs que nous faisons sont audités par des CAC avant de se retrouver dans des rapports annuels. On a par exemple, il y a quelques années, calculé l'impact de la contrefaçon sur l'économie française. Et donc là, tout le travail de méthodologie a été audité par l'INSEE, avant effectivement que nous ayons le go pour faire les calculs. Ou bien un autre exemple, hein, on mesure l'empreinte socio-économique de Orange sur tout le continent africain et à nouveau, nos méthodologies ont été auditées par des universitaires et par des commissaires aux comptes avant que tous les résultats soient produits dans le rapport annuel de développement durable de Orange, etc., etc. Donc on fait très attention à ces sujets parce que bien sûr, une mesure qui n'est pas fondée ou qui est trop approximative n'a absolument aucune valeur. Alors, le travail de l'entreprise consiste à développer des méthodologies et à les mettre en œuvre. Vous voyez qu'on a beaucoup de méthodologies pour faire des calculs dans tous les sens. On fait des bilans économiques de la RSE, on fait des calculs comment dirais-je, de valeur de système d'information, on fait des évaluations de capital immatériel d'entreprise en grande quantité. En ce moment, par exemple, on est en train de finir l'évaluation de la marque RATP. Et puis, on fait des calculs d'empreintes socio-économiques, d'empreintes environnementales, et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Et petit à petit, Goodwill est en train de devenir la filiale d'un grand cabinet d'audit qui s'appelle Baker Tilly Strego,
qui est lui-même membre d'un réseau mondial qui s'appelle Baker Tilly et qui emploie 33 000 personnes dans le monde. Donc, nous sommes présents dans une trentaine de pays. Voilà ce que je voulais vous dire sur la présentation de l'entreprise. Alors maintenant, j'introduis un petit peu le sujet. Vous avez tous noté, toutes noté, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là, qu'en ce début de 21e siècle, la comptabilité fait l'objet de très nombreux questionnements. Alors c'est vrai qu'il y a de bonnes raisons à ça, hein. La vocation première de la comptabilité, c'est de mesurer que les équilibres fondamentaux de l'entreprise sont satisfaits, grosso modo avec trois documents issus de 3 types de calculs complémentaires: le compte de résultat, le compte de trésorerie ou la gestion de trésorerie et le bilan. Et puis, évidemment, la vocation de la comptabilité, c'est aussi de rendre compte de la capacité de l'entreprise à créer de la valeur pour l'actionnaire. Et ça, on le voit au travers de la rentabilité de l'entreprise et puis de l'augmentation régulière de ses fonds propres avec le temps qui passe. Voilà. Et donc, on n'ira pas très loin sur la présentation des concepts fondamentaux de la comptabilité ce matin. Mais bon, je rappelle, hein, à toutes fins utiles, que le compte de résultat, ça trace des flux économiques pendant l'année et que puis le bilan, ben, c'est un stock, c'est le stock de richesse, de l'entreprise. Bien. Bon, tout ça est parfaitement connu et très simple. Maintenant, en prenant simplement en compte le point de vue de l'actionnaire, on s'est rendu compte depuis, je ne sais pas, mettons une trentaine ou une quarantaine d'années, on s'est rendu compte qu'il manquait des trucs là-dedans. Et par exemple, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup depuis l'origine chez Goodwill, le capital immatériel. Ben, c'est toute la richesse de l'entreprise que la comptabilité ignore. Et vous voyez que le petit bilan sans prétention que je montrais ici sur la page 10, c'est-à-dire avec à l'actif les immobilisations, les actifs circulants, les fonds propres et les dettes, eh ben, ça ne capte pas toute la valeur pour l'actionnaire. Parce qu'il y a des ressources de l'entreprise qui ont une valeur et que la comptabilité préfère ne pas prendre en compte au motif que celles-ci sont trop volatiles. La clientèle, le capital humain, l'organisation, etc. Si vous suivez mon curseur, hein, tout ce qui se trouve ici dans ce bilan étendu en dessous de l'actif classique. Voilà. Et puis en face, ben, quand l'entreprise est vendue, l'actionnaire, en général, il paye un goodwill qui prend en compte l'existence de tous ces actifs-là et qui vient s'ajouter à la valeur comptable, qui est la valeur qu'on lit dans le bilan. Et donc, quand on dit qu'il manque des trucs, ben, un peu mon neveu qu'il manque des trucs, puisque aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, la valeur immatérielle, ça représente à peu près 2/3 de la valeur totale de l'entreprise. Donc, c'était juste important d'inventer une méthodologie pour calculer toute cette valeur avec objectivité. Et donc, ben, c'est ce que Goodwill a fait à partir de sa création, avec une reconnaissance nationale de cette méthodologie à partir de 2011. Bien. Alors en fait, on continue sur notre découverte que la comptabilité ne prend pas en compte tout ce qui s'appelle la richesse, et on prend tout de suite conscience que l'actionnaire, c'est une partie prenante, mais qu'il y en a d'autres. Et au final, sans qu'on ait nécessairement des méthodes comptables rigoureuses pour ça, ben, on voit bien, c'est le nez au milieu de la figure, que l'entreprise crée de la valeur, non seulement pour les actionnaires, mais aussi pour les fournisseurs, puisque tout le chiffre d'affaires qui est acheté aux fournisseurs, ben, c'est de la valeur qui permet à l'entreprise sous-traitante de vivre. Pour les salariés, puisque avec leur salaire, ben, les salariés ils peuvent vivre aussi. Pour l'État qui perçoit des impôts et des taxes. Et puis pour les clients, parce que quand le client achète un produit ou un service à l'entreprise, c'est parce que ça lui rapporte quelque chose de plus que s'il ne l'achetait pas. Et donc ça représente une certaine valeur pour lui. Voilà. Donc, on s'est dit petit à petit, ben, il faudrait apprendre à mesurer cette valeur qui est créée pour toutes les parties prenantes et pas seulement pour l'actionnaire. Et vous voyez à la droite de cette page ben, une méthode qui est une méthode de macroéconomie assez connue, hein, qui s'appelle la méthode des matrices d'entrée-sortie de Leontief, et qui permet de calculer l'empreinte socio-économique
d'une entreprise sur son territoire. Donc ici, j'ai un exemple, c'est l'empreinte socio-économique de la SNCF sur la Normandie, et on voit que la valeur créée sur la Normandie pendant un an, c'est 1 milliard, et que ça fait 12 000 emplois. Voilà. Alors là-dedans, il y a les emplois des agents de la SNCF, il y a tous les sous-traitants, c'est le cercle, l'ovale en vert, là, tous les sous-traitants de la SNCF et les sous-traitants des sous-traitants des sous-traitants qui travaillent pour la SNCF. Donc voilà. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle, donc ça c'est l'impact indirect, et puis l'impact induit, c'est la consommation qui est générée par les salariés qui vivent de la SNCF et puis de tous les sous-traitants, qui irriguent bien sûr l'économie du territoire. Donc vous voyez que finalement, on est en train petit à petit de sortir de la comptabilité traditionnelle, puisqu'on mesure aussi du capital immatériel, et puis on mesure aussi la valeur qui est générée sur le territoire par l'activité de l'entreprise. Et puis, en continuant de creuser, on se rend compte que ce n'est pas tout. Voilà, de nos jours, on parle aussi beaucoup des autres externalités de l'entreprise. D'accord, l'entreprise crée de la valeur socio-économique, on le voit là sur le petit exemple de la SNCF, mais regardons les choses en face, l'entreprise, elle a aussi ce qu'on appelle des externalités sociales, alors qui peuvent être positives ou négatives, mais on parle surtout des externalités négatives sociétales de l'entreprise. Par exemple, quand il y a des accidents du travail, c'est un reste à charge pour la collectivité. S'il y a des gens qui ont une maladie professionnelle ou qui sont en dépression, c'est pareil. S'il y a des licenciements, c'est pareil. Tout ça, c'est un reste à charge pour la collectivité, donc externalité sociale négative de l'entreprise. Et puis le détail qui n'aura échappé à personne, bien sûr, c'est que l'entreprise a un impact sur l'environnement, puisqu'elle émet des gaz à effet de serre, qu'elle pollue peu ou prou, qu'elle prélève dans le milieu naturel des matières premières, peut-être des animaux ou des végétaux. Et donc, tout ça, ça fait un impact environnemental. Alors pour l'instant, ce que l'on a beaucoup vu depuis une vingtaine d'années, c'est que toutes ces externalités sociétales et environnementales sont mesurées, mais sont mesurées de façon extra-financière. C'est-à-dire qu'il existe maintenant, effectivement, dans le cadre des politiques RSE, des indicateurs relativement normés, ceux de la GRI par exemple, qui permettent de tracer toutes ces externalités, mais en unités non financières. Voilà. Et on retrouve ça, bien évidemment, dans les rapports annuels de développement durable et les déclarations de performance extra-financières. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, d'accord, mais avoir une unité unique pour tout ce que l'entreprise fait, c'est-à-dire des euros, est-ce que ce serait possible aussi pour mesurer l'impact sur le capital naturel ? Parce qu'on se dit que pour les externalités sociétales, le coût des accidents du travail, des licenciements, etc., ça ne doit pas être trop sorcier. Par contre, pour mesurer en euros un impact sur le capital naturel, c'est peut-être un peu moins évident. Et puis, tout ça, c'est bien joli, mais on a maintenant, petit à petit, des mesures dans tous les sens, le bilan comptable, la valeur immatérielle, des externalités sociales, des impacts socio-économiques, des impacts environnementaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'emboîter un peu tout ça? Voilà, et donc c'est un peu là-dessus que je vais centrer mon exposé maintenant. Alors, la première chose, puisque finalement c'est un élément assez différent de tout ce qui était mesuré jusqu'à présent, c'est de regarder s'il existe des solutions pour mesurer en euros l'empreinte environnementale d'une entreprise, ou en d'autres termes, de mesurer la valeur du capital naturel qui a été détruit. Alors la réponse est oui, il existe des méthodes, il y en a plein d'ailleurs, hein. C'est foisonnant en ce moment, c'est un sujet qui est, je vais vous éclairer un peu là-dessus tout à l'heure, c'est un sujet qui fait beaucoup réfléchir en ce moment. Il y a plein d'initiatives et c'est une très bonne chose. Je ne vais pas vous citer toutes les méthodologies qui existent, mais je vais me centrer bien sûr sur la nôtre et puis je vais vous donner des exemples concrets. Mais donc voilà, vous voyez par exemple, depuis assez longtemps, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des services écosystémiques et qui est une méthode scientifique qui permet de mesurer la valeur que la nature la valeur des services que la nature nous rend
et une valeur exprimée en euros. Et bien évidemment, si on détruit le capital naturel, ben, ça fait des services qui étaient gratuits jusque-là et qu'il faudra ensuite qu'on paye. Exemple, les insectes pollinisateurs, les abeilles, rendent tous les ans à l'humanité un service considérable qui est d'aller polliniser les plantes. Hein. C'est vraiment très, très important. Plus de 80% de la pollinisation se fait comme ça. Et ils font pas payer, elles ne font pas payer les abeilles. Bon, maintenant, s'il n'y a plus d'abeilles parce qu'on les a tuées avec toutes sortes de produits dangereux, eh bien, il va falloir qu'on aille polliniser les plantes à la main, ou alors qu'on utilise des drones. Et là, par contre, ce ne sera pas gratuit. Et donc, on est capable de calculer le coût de pollinisation sans les insectes pollinisateurs, et ça fait mal. Donc, cette méthode-là, elle est connue et reconnue, mais elle ne couvre qu'une partie du sujet, puisqu'on ne parle là que des services écosystémiques, il n'y a pas que ça. Vous avez une méthode qui a été mise au point par Price il y a, je ne sais pas exactement, il y a plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans, qui s'appelle la méthode EPNL, donc le Profit and Loss environnemental, le compte de résultat environnemental, voilà, et qui est une méthode qui est vachement bien, elle est open source, hein, vous pouvez, ceux qui s'intéressent, vous pouvez vous en servir, et elle mesure, vous allez voir tout à l'heure, elle mesure pas mal de trucs. Et puis, ben, nous, en fait, on est reparti de cette méthodologie parce qu'elle est bien pratique, et puis on l'a élargie à d'autres aspects, et donc la méthode que nous utilisons s'appelle Thésaurus Empreinte. Voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, toutes ces méthodes-là, et la plupart des méthodes qui sont aujourd'hui en service, ont pour objectif de mesurer les conséquences des dégradations de l'environnement sur l'économie, aujourd'hui, demain, après-demain et à très long terme. Voilà. Qu'est-ce que ça coûte à l'humanité à un moment donné de n'avoir plus de nature, en gros. Voilà. Vous avez une autre méthodologie qui est vraiment très, très intéressante, qui s'appelle la méthode CARE. Vous en avez probablement entendu parler aussi, qui a été mise au point par un prof de Dauphine, qui s'appelle Jacques Richard. Et là, le principe de la méthodologie est différent. On ne calcule pas l'impact sur l'économie à très long terme de tout le mal qu'on fait à la nature. On calcule un coût de restauration. Voilà. Donc, en gros, je reprends mon exemple des abeilles. Hein, avec une grande famille de méthodes, on va regarder effectivement le coût pour l'humanité de la disparition des abeilles. Avec la méthode CARE, on va dire, bon, ben, on a abîmé les abeilles, maintenant on va payer la restauration de la population d'abeilles telle qu'elle existait avant nos externalités. Voilà. Et on calcule un coût de restauration. Alors, elle est vraiment très intéressante, cette méthode, parce que intuitivement, on voit tout de suite qu'on est plutôt dans la prévention avec un calcul qui le permet. La raison pour laquelle on n'utilise pas cette méthode aujourd'hui chez Goodwill, et en tout cas pas à ce jour, c'est que les calculs sont longs, lourds, et beaucoup de données ne sont pas disponibles. Voilà. Donc, mais on y réfléchit beaucoup parce que c'est une très bonne méthode. Alors, donc, je reviens sur la nôtre, donc Thésaurus Empreinte. En fait, on va mesurer en gros 6 grands critères. Et d'un certain point de vue, vous voyez qu'au point de départ, c'est un petit peu une analyse de cycle de vie simplifiée. On regarde les émissions de gaz à effet de serre, et qu'on va ensuite financiariser. On regarde les quantités de polluants atmosphériques hors gaz à effet de serre qui sont émis par l'organisation, donc les particules fines, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles, ce genre de trucs. Voilà. On regarde l'utilisation des sols, la consommation de matières premières et la destruction de biodiversité. On regarde tous les impacts de la gestion des déchets, la pollution de l'eau et la consommation de l'eau. Voilà, ça nous fait 6 têtes de chapitre et puis des sous-chapitres. Et en ceci, par rapport à la méthode dont nous nous sommes inspirés, que nous avons encapsulée au départ, les items sont les mêmes, sauf qu'on a rajouté, nous, un calcul sur les matières premières qui n'existe pas dans la méthode de départ, et dans certains cas de figure, vous allez voir, c'est très important.
Voilà. Alors ensuite, la deuxième chose que nous avons faite, c'est que on a, comment dirais-je, rajouté une mesure d'impact indirect, c'est-à-dire qu'on regarde non seulement les impacts de l'organisation, mais on regarde également les impacts de toute la chaîne de fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs, des fournisseurs des fournisseurs, qui travaillent bien sûr pour la tranche qui concerne l'entreprise qu'on est en train d'étudier. Voilà, donc on a les impacts directs et les impacts indirects. Alors comment on fait ça? Eh bien, ça commence comme pour une ACV, c'est-à-dire qu'on va collecter des informations, le bilan carbone, les émissions de polluants, la surface, l'artificialisation des sols, les quantités de déchets par catégorie, la consommation de l'eau, les rejets de polluants dans l'eau, etc. Voilà, donc ça c'est la première étape. Après, on utilise une base de données qui s'appelle Exiobase et qui nous permet, moyennant un modèle qui s'apparente aux matrices input-output de Leontief, mais qui travaille ici sur des données physiques, on est capable de modéliser l'impact de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les sous-traitants de niveau 1, puis la part des sous-traitants de niveau 2 qui travaillent pour les sous-traitants de niveau 1 qui travaillent pour l'entreprise, etc., etc. Et donc, avec ça, on a tous les impacts indirects. Alors, arrivé à ce stade, si vous voulez, au terme de la phase 2, on se retrouve avec des quantités physiques, c'est-à-dire des tonnes, des hectares, des kilos, etc. Et puis ensuite, on passe à la phase de financiarisation. Et là, donc, on reprend, comment dirais-je, beaucoup les techniques de calcul qui existent dans ePNL. Et puis, on y a rajouté notre grain de sel pour compléter la démarche, et notamment sur les matières premières. Voilà. Et donc, on se retrouve avec une espèce d'analyse de cycle de vie simplifiée. Et cette analyse de cycle de vie simplifiée, elle se traduit par des résultats en euros. Alors, je précise aussi, parce que c'est un point très important, que dans la méthode Thésaurus Empreinte, on a un savoir-faire particulier qui consiste à pouvoir utiliser ce genre de calcul pour n'importe quoi. C'est-à-dire que, et ça par contre c'est très innovant, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer à une entreprise, on peut l'appliquer à un projet, on peut l'appliquer à un produit, on peut l'appliquer à ce qu'on veut. Voilà. Et donc, on peut le faire pour, je vais vous montrer, hein, aussi bien pour une application informatique que pour une entreprise tout entière. Alors justement, prenons un exemple. La première société qui nous a confié un bilan s'appelle Chryso. C'est une boîte qui se trouve dans le Loiret, pas très loin de Pithiviers, 47 millions d'euros de valeur ajoutée, ordre de grandeur 100 millions de chiffre d'affaires, 234 emplois, 30 millions d'euros d'achats en France, 16 millions de masse salariale sur le Loiret. Voilà. Et donc, on a fait ce calcul-là pour l'entreprise Chryso. Et voilà le résultat obtenu. Donc, vous voyez, comment dirais-je, une mesure d'impact environnemental. Alors, ce n'est pas un bilan environnemental, c'est du flux, c'est-à-dire c'est le capital naturel qui est détruit pendant une année par l'activité de Chryso. Et donc, on se retrouve avec une empreinte totale de 560 000 euros par an, avec un impact direct qui est de 87 000 euros et l'impact de la supply chain travaillant pour Chryso qui est de 473 000 euros par an. Et vous avez en dessous le détail, c'est-à-dire que là, on voit qu'avec le modèle économique de cette entreprise, une entreprise qui fait de la chimie du béton, on a surtout un impact qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, alors que pour le reste, les impacts sont limités. Vous voyez, en pollution de l'air, pas grand-chose, en utilisation des sols, pas grand-chose, etc. Voilà. Donc là, on a effectivement un gros impact CO2 et des impacts limités sur le reste, pollution de l'eau, vous voyez, 1 000 euros. Alors, un point qui est important, c'est que l'entreprise, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'entreprise a une politique RSE
qui est, je dirais, très, très en haut du panier. En conséquence de quoi, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette entreprise et qui font que les impacts sont très faibles. Par exemple, la gestion des déchets fait que le 47 000 € qui est là, si tout le principe de recyclage et de valorisation des déchets n'était pas mis en œuvre, on aurait un impact des déchets qui serait 5 fois supérieur. Voilà. Donc, ça tient aussi beaucoup à la politique environnementale de l'entreprise. Et vous voyez qu'ici, on a quelque chose donc, qui est intéressant et objectif, c'est-à-dire que quand les dirigeants de Chryso ont vu ça, ils disent, bon, bah, écoute, 87 000 €, on doit pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Et puis, on va donc commencer par balayer devant notre porte, et puis ensuite, on ira voir nos fournisseurs pour les faire progresser aussi. Voilà. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais je vous en donne un petit peu quand même pour que vous compreniez l'esprit du truc. Quand on regarde, par exemple, la pollution de l'air, hors gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va regarder les impacts sur la santé humaine. Donc ça, c'est… alors, qu'est-ce que c'est que les impacts sur la santé humaine? Ben, c'est l'accroissement de la morbidité et les accroissements de mortalité. C'est-à-dire que vous avez, comment dirais-je, ben, vous savez très bien, les particules fines, par exemple, c'est cancérigène, et donc vous pouvez tomber malade et puis vous pouvez mourir. Et donc, un accroissement de la morbidité, c'est-à-dire de la maladie, ben, ça a un coût pour la collectivité. Et puis la mortalité aussi, parce que bien sûr, une personne qui est en âge de travailler et qui disparaît, ben, ça fait une capacité de production en moins. Donc on a toutes les bases de données qui permettent de faire ces calculs, et donc on a ce premier résultat. Après, impact sur la santé humaine, polluants secondaires, ben, les polluants primaires se recombinent dans l'atmosphère et donnent d'autres polluants, et donc ben, ça a un deuxième niveau d'impact. Voilà. Ensuite, l'impact sur la visibilité, eh bien, vous voyez par exemple quand vous avez du smog dans les grandes villes, ça a un effet mesuré avec fiabilité de réduction de la valeur des actifs immobiliers. Et puis, ça a aussi des impacts sur le transport aérien, donc on financiarise tout ça. Et puis, il y a un impact sur l'agriculture, parce qu'au bout d'un moment, tous ces polluants atmosphériques se redéposent, et puis ça ne fait pas du bien au sol. Voilà. Et donc, c'est avec tout ça qu'on mesure l'impact direct de l'entreprise elle-même et l'impact indirect de toute sa chaîne de fournisseurs. Alors, donc, le point à retenir ici, c'est que, bien évidemment, ce sont des calculs qui ne sortent pas d'un chapeau. N'en déduisez surtout pas que tout ça est parfait. Bien sûr que non, tout ça est très imparfait. On peut critiquer avec pertinence toutes ces méthodes de calcul. Je dirais, on est dans une phase de début de ce courant de comptabilité étendue, mais ben, on fait son maximum, c'est-à-dire que pour toutes les méthodes et tous les calculs sont issus, extraits de travaux scientifiques sérieux, de bases de données qui ont pignon sur rue, etc. etc. Et donc, à défaut d'être, comment dirais-je, parfait, c'est au moins, par voie de conséquence, opposable à des tiers. Ici, je vous donne un autre exemple. Alors là, c'est un petit peu différent puisque on n'est plus en train de calculer l'impact d'une entreprise sur sur le capital naturel. Là, on est en train de calculer l'impact d'une application informatique sur le capital naturel. Et donc, c'est la même méthode, enfin, ce sont les mêmes postes de calcul qui apparaissent, et donc ça, c'est très intéressant. On est capable de le faire pour un projet ou ici pour une application en service dans une grande entreprise. Alors, vous voyez qu'il y a un petit carré vert là sur le nom de l'entreprise parce que je n'ai pas le droit de vous dire qui c'est. Mais donc là, on va regarder effectivement tout le hardware qui est utilisé et puis le soft qui tourne dans les machines, et ben c'est de la consommation d'énergie. Voilà. Et donc, on en déduit des quantités physiques de polluants de l'air, vous voyez, d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation du sol, du sous-sol et de la biodiversité. Et c'est ici qu'on a des matières premières qui rentrent en jeu et qui sont très importantes. Les déchets, la pollution de l'eau, la consommation de l'eau, comme on a vu tout à l'heure. Bien.
Et puis, ben ça va nous donner effectivement de nouveau un résultat. Donc, on est capable de dire, ben, votre application informatique, eh bien, elle détruit 38 000 € de capital naturel tous les ans. Et puis, on voit apparaître effectivement ici les impacts. Alors, tout à l'heure, vous voyez que chez Chryso, nous avions des impacts qui étaient surtout liés aux gaz à effet de serre. Eh bien, en fait, ici, ce que nous voyons, c'est que ce qui fait mal, c'est sur l'utilisation des sols, il y a un petit défaut ici, c'est sol, sous-sol et biodiversité, c'est le coût matière première qui apparaît très fortement sur, vous savez hein, que dans les systèmes d'information, on utilise beaucoup de métaux rares, on utilise de l'or, du cadmium, tout un tas de trucs et qui sont des ressources naturelles en voie de déplétion rapide et pas très bien recyclées. Donc ici, vous voyez tout de suite effectivement ce que ça donne comment dirais-je, en euros. Et puis, ça, c'est un détail, comment dirais-je, par poste avec, comment dirais-je, la partie hardware, c'est presque vous voyez, 31 000 € sur 38 000, donc ça, c'est le matériel. Et puis, la partie applicative qui représente seulement 18% du total. Bien. Voilà, alors ce sont des méthodes qui sont, comment dirais-je, assez faciles à mettre en œuvre. Et donc ça, c'est bien pratique parce qu'on arrive à faire des calculs en demandant à l'entreprise assez peu de données. Vous voyez, avec les émissions de CO2, la consommation d'eau, la quantité de déchets, les surfaces artificialisées et les émissions de polluants, ben on fait les calculs. Voilà. Et dans certains cas de figure, on n'est même pas obligé de nous donner, par exemple, ce qu'on sait faire avec Exiobase, c'est qu'on est capable de dire, bon, ben, écoutez, vous ne nous avez pas donné vos émissions de polluants parce que vous ne les avez pas, eh ben, on va prendre la moyenne sectorielle. Et donc, compte tenu de votre chiffre d'affaires, dans votre secteur, vous avez une quantité de polluants qui est atmosphérique qui est de temps. Et donc, on va prendre ça pour faire le calcul. Alors, bien sûr, ça fait une photo à la sortie qui pixelise un petit peu, parce que vous êtes peut-être bien pire ou nettement meilleur que la moyenne de votre secteur, mais ça permet d'avoir un premier résultat, j'ai envie de vous dire, en 3 coups de cuillère à peau, quoi. Voilà. Alors, à quoi ça peut servir tout ça? Parce que finalement, on se dit, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir comme intérêt de mesurer de la valeur environnementale en euros? C'est pas pour le. Il y a tout un débat là-dessus. J'aurai peut-être des questions là-dessus tout à l'heure d'ailleurs, et fort justement, sur oui, mais alors on est en train de financiariser la nature pour comment dirais-je, faire de la marchandisation de la nature. Bon. Oui, enfin, en tout cas, pas ici, quoi. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de regarder ce que ça vaut pour le vendre, mais c'est de regarder ce que ça coûte. Parce que tant qu'on ne sait pas ce que ça coûte, ben, si à un moment donné, par exemple, il y a une effraction, une infraction, excusez-moi, s'il y a une infraction, ben, on ne sait pas calculer les dommages et intérêts. Si quelque chose n'a pas de valeur, ben, on ne peut pas être en train de dire qu'on le vole, etc. etc. Donc la financiarisation, on n'est pas obligé de voir tout de suite que ça va servir à de la commercialisation, à du business, à l'économie de marché, mais tout simplement de savoir quelle est la valeur des choses. Vous avez dans la comptabilité nationale une valeur pour tout le patrimoine commun que nous avons, et c'est pas pour ça que l'Arc de Triomphe est à vendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Donc, donc en fait, l'intérêt c'est quoi? Ben, c'est d'avoir une unité unique pour comparer deux options. C'est-à-dire que l'une des grosses difficultés pour ceux d'entre vous qui font des analyses de cycle de vie, c'est d'arriver à la conclusion que cet objet a un impact environnemental plus faible que celui-là. Alors bien sûr, dans certains cas de figure, l'analyse de cycle de vie qui a 15 critères a tous ces critères qui sont meilleurs pour un produit que pour l'autre, et donc là, ce n'est pas très difficile à conclure. Mais quand vous êtes sur des améliorations qui sont un petit peu moins évidentes, un petit peu à la marge, etc., ben, vous améliorez un truc et puis ça en dégrade un autre. Et donc, est-ce que j'ai amélioré mon impact environnemental? Ben, ça dépend.
Ça dépend de ce que tu regardes. En CO2, tu es mieux, et puis en eutrophisation du milieu aquatique, tu es moins bien. Alors, qu'est-ce qui compte le banc? Vous voyez ce que je veux dire? L'avantage avec la méthode qui consiste à dire on va financiariser tous les impacts sur l'économie humaine à très long terme, c'est de dire, bon ben là, manifestement, avec ce produit-là, je fais plus de mal à la nature et je me fais plus de mal à moi-même à très long terme avec ce produit A qu'avec le produit B. Voilà. La deuxième chose, et c'est probablement la plus importante, c'est d'avoir un point de départ global pour progresser. C'est-à-dire que, bien sûr, si je ne sais pas où j'en suis, ben, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, de voir si j'ai progressé. Et de nouveau, on m'entend toujours bien, Émilie? Très bien, Alan. OK. Et de nouveau, comment dirais-je, on se retrouve avec, si vous avez 50 indicateurs environnementaux, bah, ça ressemble à un arbre de Noël, et puis à un moment donné, ça s'allume à droite et à un autre moment, ça s'allume à gauche. Et est-ce que j'ai progressé depuis l'année dernière? C'est pas du tout évident. Donc, avoir une unité simple, unique, qui ramène tout à un dénominateur commun, c'est quand même vachement intéressant. Alors, le troisième intérêt, et nous, on est très militants de ça, c'est d'éviter la tentation du greenwashing. Et en ce moment, c'est une tentation très forte qui personnellement me révolte. C'est-à-dire que vous entendez de partout, des entreprises et des confrères consultants qui parlent d'entreprises à impact positif. Voilà. Mais annoncer aujourd'hui qu'on est une entreprise à impact positif sans avoir fait la moindre mesure et en ayant, avec deux, trois informations, la preuve qu'on a un impact environnemental très très fort, c'est juste de la publicité mensongère. Et donc, publier sa mesure d'impact environnemental, c'est une façon effectivement de dire, ben, écoutez, moi je fais pas du marketing, je constate effectivement que j'ai un impact sur l'environnement, je l'assume, je donne l'exemple, et j'invite les autres à faire autant, et puis ensuite je mets en œuvre un plan qui est un plan ambitieux et difficile pour réduire mes impacts pour de vrai. Voilà. Avoir une approche systémique de ces impacts, c'est-à-dire pas seulement l'environnement, mais tout le reste, on y vient. Et puis aussi, bien sûr, savoir si le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire à un moment donné, on se dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc je crée de la valeur sociale, c'est très bien, je détruis de la valeur environnementale, bah, c'est pas bien, mais au moins, est-ce que je crée beaucoup de valeur sociale pour la valeur environnementale que je détruis? Si à un moment donné, je crée autant de valeur sociale que je détruis de valeur environnementale, ça veut dire que je crée de la richesse aujourd'hui qui sera, comment dirais-je, puis il y a un de ces jours, il y a nos enfants qui payeront la note pour un montant équivalent. Donc, ce n'est pas de la vraie création de valeur. Voilà. Alors, par contre, très attention, faire très attention, on ne peut pas faire la somme, hein, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire ah, j'ai créé 100 millions de valeurs sociales et j'ai détruit 1 million de valeurs environnementales, donc j'ai un bilan à 99 millions et tout va bien. Ben non, parce que en fait, les deux unités ne sont pas fongibles. C'est-à-dire que quand vous détruisez 1 million de valeurs environnementales, vous puisez dans un stock qui est fini, et c'est là tout le problème. Donc on ne peut pas faire la somme. Voilà. Alors, on n'est pas encore tout à fait au point sur la version ultérieure de la méthodologie, mais on y travaille pour définir des seuils d'innocuité, c'est-à-dire le seuil en dessous duquel la nature dit même pas mal. Et donc c'est une autre façon de le dire, hein, si on reprend l'approche de l'empreinte écologique, c'est de dire quelle est la valeur en euros de je suis dans les limites d'une planète, de l'ecological footprint, ou bien dans le plafond environnemental de la donut économie. Voilà. Donc, c'est un truc sur lequel on travaille en ce moment et on sera bientôt au point pour vous en parler. Alors maintenant, on a parlé un petit peu de l'empreinte environnementale, donc on va dire, c'était la deuxième question hein, de ce petit webinaire, comment est-ce que tout ça s'emboîte? Est-ce qu'on peut faire par voie de conséquence un bilan complet pour une entreprise? Alors la réponse est oui. Vous voyez ici donc le modèle standard de la triple empreinte, et à nouveau, hein, c'est un modèle que vous pouvez appliquer à une activité, à un projet, à un produit ou à une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir je vais prendre l'exemple d'une entreprise. Vous avez une entreprise qui dépense
tous les ans pour fonctionner. Voilà, c'est la somme de ces coûts. Et puis, en regard de la somme de ces coûts, vous avez des retombées. Alors, les retombées, eh bien, c'est effectivement le chiffre d'affaires. Normalement, de ce chiffre d'affaires résulte un petit excédent économique, donc un petit peu de rentabilité. Et puis, on a compris qu'il y a aussi de la valeur immatérielle qui est créée tous les ans par l'entreprise. Donc, en fait, tout ça, ça se mesure avec, bon, si on est sur, je dirais, une entreprise, bah, il n'y a pas de problème, le compte de résultat vous présente effectivement les retombées et l'excédent économique. Si vous voulez y rajouter la valeur immatérielle, ben là, il faut utiliser une petite méthode supplémentaire. Mais vous allez voir tout à l'heure que cette analyse coût-bénéfice, qui est simplement comptable, vous pouvez la faire pour des tas de trucs, y compris pour votre politique RSE ou votre démarche d'amélioration de la diversité dans l'entreprise ou que sais-je encore. Donc voilà, analyse coût-bénéfice, comptabilité, plus la méthode Thésaurus RBC, qui est une méthode qui veut dire recherche des bénéfices cachés, donc qui s'appelle aussi Social Return on Investment, hein, c'est des méthodes SROI. Voilà, la méthode Thésaurus-Bercy, ça c'est pour calculer la valeur immatérielle qui est créée et que la comptabilité ne capte pas. Et donc, vous voyez à l'intérieur des frontières de l'organisation, qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte. Ensuite, on le disait tout à l'heure, l'entreprise ne crée pas de la valeur qu'à l'intérieur de ses frontières. Elle a aussi créé de la valeur pour ses fournisseurs. Donc ça, c'est les retombées indirectes avec toute la chaîne de fournisseurs, et on sait financiariser ça juste à partir des informations collectées sur ce que l'entreprise achète. Et puis, on a aussi les retombées induites. Les retombées induites, c'est l'entreprise paye des salaires, les fournisseurs de l'entreprise payent aussi des salaires, les fournisseurs de l'entreprise et l'entreprise elle-même payent des impôts et des taxes, et tout ça, ça irrigue l'économie du territoire, que ce soit l'économie publique ou bien la consommation des personnes. C'est-à-dire qu'avec mon salaire, je loue mon appartement, je fais mon plein d'essence, je vais chez le dentiste, etc., etc. Et tout ça, ça se modélise et ça se financiarise. La méthode utilisée s'appelle chez nous Thésaurus Leontief, mais c'est une utilisation en l'état des matrices input-output de Leontief. Voilà. Ensuite, on se dit, d'accord, mais on a aussi des externalités sociales. Alors, les externalités sociales, on va les calculer pour l'entreprise avec la méthode coût-bénéfice, et puis on va les calculer aussi pour les sous-traitants. Et on réutilise Thésaurus Leontief pour ça. Voilà. Et enfin, le capital naturel, direct et indirect, c'est ce que vous venez de voir avec Thésaurus Empreinte. Donc là, ça commence à nous faire effectivement une comptabilité étendue. Pour l'instant, vous le voyez en flux, hein, c'est-à-dire tout ça, c'est l'équivalent d'un compte de résultat étendu. On pourrait aussi, bien sûr, le présenter en stock, c'est-à-dire en bilan, mais je ne le ferai pas ce matin. Et donc, voilà quelques petits exemples, hein. Alors, l'analyse coût-bénéfice d'une entreprise dans sa globalité, je disais tout à l'heure, c'est tout simplement le compte de résultat. Donc, on regarde chiffre d'affaires, dépenses, amortissement et qu'est-ce qui reste dans la caisse à la fin de l'année. Ici, vous avez des analyses coût-bénéfice plus fines où, par exemple, on va calculer la rentabilité d'un projet d'économie circulaire. Donc ça, on l'a fait chez Noroto, par exemple. Et puis ici, à nouveau chez Chryso, c'est le poids de la politique RSE, de la rentabilité de la RSE sur l'EBITDA de l'entreprise. Voilà. Et donc, vous voyez que la RSE, quand on a fait le bilan cette année-là, c'était 3% de la rentabilité de l'entreprise. Donc, petit 1, la RSE dans sa globalité dans cette entreprise est rentable. Et petit 2, elle représente 3% de la rentabilité totale de l'entreprise. Voilà. On avait aussi mesuré la part de la valeur immatérielle créée dans l'année, vous voyez, en plus à l'intérieur de l'EBE. Et donc c'est une information intéressante complémentaire. Alors ensuite, ça, c'est ce que je vous disais à l'instant. Premièrement, je fais mon analyse coût-bénéfice et je regarde la valeur que je crée à l'échelle d'un projet ou bien à l'échelle de l'entreprise dans sa globalité. Et puis deuxièmement, tout ça, comment ça irrigue l'économie du territoire. Alors ici, vous avez un exemple qui est l'impact de Orange sur l'économie de la République démocratique du Congo. Et donc, on voit que l'impact direct, c'est-à-dire par sa seule existence, Orange, tous les ans, crée 194 millions de valeur ajoutée
c'est-à-dire c'est un bout du PIB de l'économie du Congo, et puis ça fait 580 emplois, ça c'est les salariés de Orange au Congo. Voilà. Après, il y a un impact indirect, c'est tous les gens qui bossent pour Orange, directement ou indirectement. Voilà. 86 millions, 100 000 personnes. Alors là, vous voyez qu'il y a un écart qui est très impressionnant entre le chiffre d'affaires ici et le nombre d'emplois, la valeur ajoutée, excusez-moi, et le nombre d'emplois, et ici, la valeur ajoutée, qui est 2 fois inférieure, voilà, et le nombre d'emplois, là, qui est complètement délirant. Mais comme vous savez, très malheureusement, le Congo est un pays très pauvre où les gens vivent avec 1 euro par jour. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent avec pour une valeur ajoutée donnée. Et puis l'impact induit, c'est toute la consommation sur le territoire, sur le pays. Voilà. Des gens qui sont salariés de Orange et puis des gens qui sont chez les sous-traitants et de l'alimentation de l'économie publique par les impôts et les taxes. Voilà. Et puis à l'intérieur, si on rentre dans les détails, on voit effectivement l'activité cœur de métier qui rapporte des choses, la RSE qui rapporte des choses, on a tout financiarisé. Bien. Bon, alors maintenant, je passe rapidement sur les externalités. Alors, la méthodologie, donc là, c'est de l'analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce qu'on va regarder très vite, hein? La qualité de vie au travail et les accidents du travail, maladies professionnelles, la précarité de l'emploi, parce que plus l'entreprise a recours à de l'emploi précaire et plus il y a un reste à charge pour la collectivité, assurance chômage, le mécénat qui est là en général un impact positif, c'est-à-dire les bonnes œuvres de l'entreprise irriguent positivement le territoire, l'insertion professionnelle qui a un impact positif, la formation qui peut avoir un impact positif si on forme les gens et un impact négatif si on ne les forme pas, puisqu'il y a érosion des compétences. Et quand la personne se retrouve sur le marché de l'emploi, si ses compétences sont très érodées, elle ne retrouve plus de travail. Le télétravail, les écarts de rémunération qui donnent effectivement des pertes de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est une externalité négative pour la collectivité, et puis les achats auprès du secteur protégé. Voilà. Et donc, on mesure tout ça. Et ici, par exemple, vous avez pour ce qui est en train de devenir la maison mère de Goodwill, Baker Tilly Strego, une mesure. On a fait la triple compta de Baker Tilly Strego, et sur les externalités sociales, on a un bilan qui est négatif de 1,2 million d'euros, avec des choses qui sont négatives. Vous voyez, par exemple, accident maladie, 600 000 euros par an. Comment dirais-je, mécénat, 72 000 euros par an. Et donc, il y a du plus et il y a du moins. Mais à la fin de la journée, on se retrouve avec un bilan qui est de 1 million négatif. Et quand on a intégré tout ça, on commence à pouvoir parler sérieusement de ce que c'est qu'une entreprise à impact positif et de ce qu'il va falloir faire pour qu'elle le devienne. Ici, vous avez l'exemple complet pour une entreprise d'agroalimentaire bretonne qui s'appelle ENAF, le fameux pâté ENAF. Et donc, vous voyez que c'est une entreprise qui, tous les ans, crée en direct, toute seule, 14 millions d'euros de valeur socio-économique. Donc ça, c'est un bout du PIB de la Bretagne, 14 millions d'euros, 200 emplois. Voilà. Le coût social, c'est le reste à charge pour la collectivité, parce qu'il y a toujours un petit peu d'accident du travail, un petit peu de trucs, un petit peu de machin, ça fait 0,3 millions d'euros. Et la valeur environnementale détruite, c'est 0,1 million d'euros. Voilà. Donc, on se retrouve effectivement avec comment dirais-je, ce bilan ici. Mais quand on rajoute les fournisseurs, ça change beaucoup. Et donc, c'est là qu'on prend conscience de beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est sur la partie du bas qu'il faut travailler, c'est-à-dire, comment dirais-je, 50 millions d'euros de valeur créée avec toute la chaîne de fournisseurs, 1,2 million d'euros de reste à charge de la collectivité et 1,2 million d'euros de valeur détruite. Voilà. Bien, donc la conclusion de tout ça. Alors, si vous voulez, comment dirais-je, je voudrais conclure sur un point qui est important pour tous ceux qui nous ont fait l'honneur de venir ce matin. C'est que il est en train de se passer quelque chose en ce moment. Et à quelque chose, malheur est bon, la crise Covid a certainement eu un impact positif sur ce que je suis en train de dire.
Cela dit, par ailleurs, on en souffre tous comme vous, hein, donc ne, 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 ne- ne nous méprenons pas sur ce point. La méthodologie pour faire les calculs de comptabilité environnementale, on l'a dans nos cartons et elle est prête à l'emploi depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, on dit à nos clients, vous devriez faire de la triple empreinte. Vous devriez faire de la triple empreinte. Vous, de, vous devriez faire. Et on nous dit, ouais, mais non, parce que tu comprends, non. Vas-y, fais-nous ton impact socio-économique, là, ça c'est bien. Ça c'est top. Voilà. Mais l'impact environnemental, non, on n'a pas trop envie. On n'a pas trop envie de mettre en évidence et de communiquer sur le capital naturel qu'on détruit. Parce que vous voyez par exemple ENAF, là, 1 million de capital naturel détruit par an. Au bout de 10 ans, ça fait 10 millions. On sait, on va le dire bientôt, mais on ne sait pas encore le dire, où se situe le seuil d'innocuité. Mais ça ressemble, le seuil d'innocuité, ça ressemble plutôt à une division par 4. Donc, c'est un challenge énorme. Et montrer qu'on détruit du capital naturel, ça fait plaisir à personne. Alors, la première société qui nous a dit, nous, on va regarder la vérité en face et c'est comme ça qu'on va réussir à progresser, c'est Chryso, dont j'ai largement parlé ce matin. Voilà. Et figurez-vous que notre premier bilan pour Chryso, c'était il y a un an, c'était en mars 2020. Donc en mars 2020, enfin, une première entreprise nous dit allez, faites-le. Voilà. Et de ce que nous savons, indépendamment des activités de Goodwill, des bilans comment dirais-je, en triple empreinte, avant Chryso, vous comptiez ça sur le doigt d'une main en France, quoi. Vous avez Kering qui fait ça avec Price depuis beaucoup plus longtemps. Voilà. Et puis, vous avez un confrère qui s'appelle Compta Durable qui utilise la méthode CARE et qui l'a fait un tout petit nombre de fois. Donc, ça veut dire que il y a un an, le nombre de bilans, le nombre de mesures d'impact environnementaux exprimées en euros, il était quasiment inexistant. Bon, si on regarde la seule expérience de Goodwill, en 6 mois, donc 6 mois après le mois de mars 2020, on a eu à faire ENAF, Pôle emploi, Durec, Aléa, Roche, La Poste, la Banque de France, la Maïf, Colas, Baker Tilly, Strego et le Grand Nancy. Et je n'ai pas mis tout. Voilà. Donc, il s'est passé un truc. C'est-à-dire qu'on est passé, et par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple de l'entreprise ENAF, au dernier salon ProDurable, Enaf, le patron de l'entreprise, est venu à ProDurable. Il a dit, bon, monsieur, dame, moi, je fais mon coming out, c'est-à-dire que je publie devant vous le capital naturel que je détruis tous les ans. Voilà. Et comme je me fixe un objectif d'être une entreprise à impact positif, pas aujourd'hui, mais à horizon 2030, maintenant, je mets en œuvre un plan d'action pour progresser tous les ans sur ce bilan environnemental qui est effectivement, pour l'instant, il est ce qu'il est. Et je vois que j'ai à balayer devant ma porte, et puis je vois aussi que j'ai à bosser avec mes sous-traitants pour améliorer tout ça. Voilà. Donc, il se passe quelque chose, enfonçons le clou. Tous ceux que ça intéresse de mesurer leur impact environnemental, y compris les consultants qui nous écoutent, et qui voudraient s'approprier ces méthodologies, on est effectivement à l'écoute. Si on a suffisamment de gens intéressés, on pourra organiser des formations. Et donc, voilà ce que je voulais dire ce matin, et maintenant, j'ai plus rien à dire. Alors, on a un peu débordé, on a Ah merde, beaucoup de questions. Enfin, c'est pas grave. il est Donc, quelle heure? il est 58, mais on n'a pas Ah commencé. merde. Bon, on va prendre quand même, excusez-moi, je pensais pas avoir pris tout ce temps-là. Je vous présente toutes mes excuses. On va prendre quelques questions et puis on reste en contact autant que vous le souhaitez. Vas-y, Émilie, donne. On va prendre, malheureusement, on va déborder de 5-10 minutes. On va prendre quelques questions. Alors, on va essayer d'être efficace sur les réponses et je vais essayer de. Ouais. Il y a énormément de questions. Alors, excusez-moi, quel est le delta entre la méthodologie IPNL et celle de Goodwill? Est-ce que d'autres entreprises que Kering utilisent IPNL à ta connaissance? Ça, je ne sais pas vous répondre. Le delta, je l'ai indiqué. C'est que le delta, c'est que en fait, nous,
on utilise les méthodes de financiarisation d'IPNL et comment dirais-je, par contre, toute la collecte des données et toutes les unités physiques, on utilise la collecte des données et on utilise Exiobase. Voilà, petit 1. Petit 2, on calcule tous les impacts indirects. Petit 3, on calcule les impacts matières premières. Donc, en fait, il y a ça, je l'ai indiqué tout à l'heure. Par contre, qui utilise IPNL à part Price, ça, je ne sais pas vous dire. Alors, autre question, quel est le lien ou différence avec le reporting intégré de l'IRC et la comptabilité étendue de Goodwill? Alors, en fait, franchement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans le reporting intégré, vous ne faites que de l'extra-financier. Dans un rapport intégré, vous allez présenter, comment dirais-je, des éléments qui sont des éléments de comptabilité. Vous allez présenter des éléments qui sont relatifs au management de vos actifs immatériels. Et ça, dans l'approche de IRC, vous avez effectivement une présentation de méthodologie d'évaluation extra-financière des actifs qui est très, très proche de Thésaurus Bercy. On a fourni d'ailleurs des éléments à 2IRC sur ce sujet-là pour certains actifs. Et ensuite, vous avez la démarche RSE de l'entreprise présentée de la façon la plus classique avec l'approche type déclaration de performance extra-financière. Donc, le reporting intégré, il a une partie financière qui est comptable et tout le reste qui est extra-financier. Pour ce qui concerne la méthode que vous venez de voir, là, vous avez effectivement une intégration totale puisqu'on présente tout en euros. Alors, je dirais que cette méthode de triple empreinte est parfaitement compatible avec le reporting intégré. Mais le reporting intégré à la mode de IRC aujourd'hui ne demande pas à ce qu'on fasse de la comptabilité environnementale en euros et des études d'impact socio-économique en euros, comme je l'ai montré. Merci. Alors, on l'a eu plusieurs fois cette question. Comment les impacts de l'empreinte environnementale ont-ils été choisis? Alors en fait, si vous voulez, c'est une sélection par rapport aux 15 critères de l'analyse de cycle de vie. Vous avez effectivement une sélection suivant comment on compte de 6 ou 7 critères qui sont c'est les impacts les plus importants tout simplement. C'est ce qui fait le plus mal, c'est ce qui fait le plus mal à la nature. Voilà. D'accord. Peux-tu nous donner des précisions sur la base de données Exiobase? D'où proviennent les données? Non, comme ça, je ne saurais pas vous répondre, mais par contre, je pourrais le faire, comment dirais-je, en temps différé. Ça marche. Quels sont les niveaux d'incertitude dans la collecte des données au niveau donc, de la base de données Exiobase et de la méthode de financiarisation? Sont-elles acceptables? Écoutez, c'est vraiment une question de point de vue. Moi, je vais vous dire que c'est acceptable parce que tous les travaux, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, tous les travaux qui permettent de faire tous ces calculs, que ce soit au niveau d'Exiobase ou que ce soit au niveau comment dirais-je, des méthodes de financiarisation, sont des travaux scientifiques. Donc, ça veut dire que c'est effectivement sérieux. Maintenant, le fait est que malheureusement, la science ne dit pas la vérité, mais elle se trompe moins que les approches non scientifiques. Et donc, effectivement, sur tout ça, il reste beaucoup d'incertitudes, il reste beaucoup de travail à faire, il reste beaucoup de sujets à approfondir, et on n'a pas fait le tour de la question. Mais vous voyez, on est dans une phase d'évolution qui est très intéressante et qui est la continuité de ce que nous vivons en mesure de la valeur depuis la nuit des temps, quoi. On a coutume de dire que la comptabilité moderne existe depuis 500 ans. Maintenant, à l'époque des Égyptiens, il y avait de la comptabilité en partie double. Et non pas en partie trouble. Et donc depuis donc des siècles, on va dire, pour faire simple, depuis des siècles, on se repose des questions, on ajoute des trucs, on enlève des trucs, on améliore, et tout ça, c'est toujours fait avec beaucoup de rigueur.
Sur la comptabilité IFRS, qui est aujourd'hui la norme comptable la plus utilisée dans le monde, vous avez des travaux qui ont été menés, qui sont des travaux extrêmement sérieux, il n'y a pas débat là-dessus, et puis qui sont extrêmement critiquables. Et donc, on a ce problème-là aussi maintenant pour tout ce que nous pouvons y rajouter dans une vision élargie de la comptabilité. Donc, bien sûr, mais c'est quand même du sérieux, c'est quand même du scientifique. Voilà. Après, effectivement, les incertitudes, les écarts, les trucs et les machins, bon, ben ça, il n'y a pas une réponse. Hein. Vous voyez la batterie de calcul qu'il y a là derrière. Sur chaque sujet, il y a matière à avoir une approche différente et des incertitudes différentes. Voilà. Le plus important pour moi, si vous voulez, c'est que dans ce cadre-là, à un moment donné, on arrête une méthodologie en sachant qu'elle a tous les défauts du monde et en s'y tenant, parce que ce qui compte, c'est de pouvoir, avec une même démarche et avec une même rigueur, mesurer des variations d'une période à une autre. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas raconter n'importe quoi, mais c'est pareil, hein, on pourrait avoir une analyse critique sur la méthode de calculer un bilan carbone. Hein. Ne partez pas du principe que vous avez, quand vous avez fait votre bilan carbone, vous avez une mesure parfaitement exacte de vos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez une modélisation qui est raisonnablement sérieuse et rigoureuse de vos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est déjà énorme. Merci, Anne. Alors, je vais prendre des questions qui ne rentrent pas trop dans la machine parce qu'on risque d'y passer un peu de temps. Alors, oui. On voit que souvent les coûts environnementaux sont assez, entre guillemets, faibles comparés au reste. Arrive-t-on à justifier des investissements pour réduire ces impacts? Oui, très bonne question. Il va bien falloir. Il va bien falloir. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, l'expérience qu'on en a, c'est que avec, vous voyez, au moment où je vous parle, on doit avoir une, je sais pas, mettons une vingtaine de bilans à notre actif. On voit effectivement que les impacts environnementaux sont relativement faibles au regard des impacts sociaux. Vous l'avez bien noté dans la présentation. Alors là-dessus, ce qu'il faut dire, c'est que il ne faut pas se contenter de rapprocher les deux valeurs. C'est-à-dire, j'ai 100 millions d'un côté, j'ai 1 million de l'autre. Il ne faut pas se dire, donc 1 million, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut se dire, c'est que les deux sujets tapent dans des compteurs qui ne sont pas les mêmes. Et le 1 million, en fait, on n'est pas encore au point pour vous dire ce que serait le seuil d'innocuité, mais je vous disais, grosso merdo, c'est divisé par 4. Donc là où j'ai 1 million d'impact environnemental, il faudrait que j'ai 250 000 euros d'impact environnemental. Voilà, avec une valeur sociale idéalement créée qui reste constante. C'est ça le but de la manœuvre. Sur ce point-là, la question effectivement de est-ce que ça peut justifier des investissements? Eh bien, je dirais qu'on a deux façons de se poser la question. La première façon, c'est de se dire, peut-être que je ne suis pas obligé, et puis je vais me rassurer en disant que je crée beaucoup de valeur sociale en détruisant, entre guillemets, peu de valeur environnementale. Bon, d'accord, mais à ce tarif-là, on est dans le mur dans une quinzaine d'années. On est vraiment tous dans le mur dans une quinzaine d'années. Parce que on parle beaucoup du réchauffement climatique et bien sûr que c'est un problème extrêmement grave. C'est probablement le défi le plus grave que l'humanité ait eu auquel l'humanité a eu à faire face depuis qu'elle existe. Maintenant, on va avoir des pépins avant d'avoir trop chaud. Hein. On va avoir des pépins parce que la biodiversité s'effondre à une vitesse qui fait froid dans le dos et ça va faire très très mal. On commence déjà à le sentir. On va avoir des problèmes de rareté de métaux dont on ne parle pas beaucoup, des pics de l'argent, de l'or, du palladium, etc., du zinc, etc., dans les 20 ans, hein, donc ça va venir vite. Et donc, la question, en fait, c'est une question de savoir
pour savoir si ça justifie ou pas des investissements, c'est de savoir si on regarde le temps d'aujourd'hui ou le temps long. Si on regarde le temps long, on se dit il faut investir parce que sinon tout va s'arrêter. Voilà. Et donc, bien sûr que les investissements sont justifiés puisque finalement, la création de richesse en dépend. Et puis, si on regarde l'année en cours, oh ben là, bien sûr, on n'est pas obligé d'investir. Donc, maintenant, le point très intéressant, si vous voulez, c'est que à partir du moment où vous avez des entreprises, vous les avez en partie sous les yeux ici, qui sont en train de mesurer leurs impacts environnementaux avec sérieux et qui sont en train de le faire savoir et de l'afficher en toute transparence. Ça veut dire que l'intention des investissements, elle est en train d'arriver. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Merci. Alors, encore 2 questions rapides. Alors, je retrouve ma question. Le calcul d'impact est présenté par année. Quel raisonnement suit-on alors que le projet de l'entreprise s'inscrit dans la durée? Et je te donne une question bonus. La méthode pourrait-elle s'appliquer aux propositions de loi? Alors, la première chose, effectivement, c'est que dans l'état actuel des choses, vous avez parfaitement raison, dans l'état actuel des choses, on est content parce que on nous a demandé plein de bilans environnementaux. Bon. Et donc, ça veut dire, comme indiqué précédemment, que le monde est en train de changer par rapport à ça, que la responsabilité sociétale, la RSE prend du plomb dans la cervelle, euh, et, euh, et on ne se contente plus de dire ah ben tiens, j'ai fait mon bilan carbone donc je fais de la RSE. On se dit bon ben maintenant il va falloir savoir un peu plus de quoi on parle et savoir effectivement comment on va pouvoir réduire de manière significative. Voilà. Donc c'est le début de quelque chose. Là, on n'est pas à un point d'arrivée, on est vraiment à un point de départ. Et au point de départ, ben, on fait une mesure de départ. Voilà. Après, ce qui est tout à fait possible de faire avec cette méthodologie, c'est de faire comme on fait un business plan à partir d'éléments comptables. Vous dites, voilà, cette année, je vais faire tant de chiffre d'affaires, tant de rentabilité, l'année prochaine, l'année d'après, pendant 5 ou pendant 10 ans. Eh ben, on peut faire un business plan environnemental, c'est-à-dire de regarder l'évolution des impacts environnementaux en fonction des décisions de réduction d'impact que l'on est en train de prendre. Voilà. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir si les décisions qu'on prend sont des décisions à effet fort ou faible. Donc enfin, je veux dire, la méthode dans l'état actuel des choses le permet instantanément, c'est-à-dire c'est une utilisation d'une méthodologie en prévisionnel, en ex ante et non pas en ex post. Voilà. Alors après, est-ce que ça pourrait servir pour les textes de loi? Ben, vous savez, bien sûr que je réponds oui tout de suite. Bien sûr que je réponds oui tout de suite et je dis deuxièmement, il faudrait absolument le faire. Il faudrait absolument, absolument le faire compte tenu des urgences des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Maintenant, ben, vous voyez que malheureusement, les évolutions sont lentes. Et en disant ceci, je ne jette pas la pierre au pouvoir politique, parce que le pouvoir politique a un travail extrêmement compliqué à faire, qui tient compte, enfin, qui doit prendre en compte les exigences tout simplement de la population. Et à partir du moment où, à un moment donné, on dit on va faire des efforts sur le plan environnemental, s'il y a des externalités sociales négatives, tout le monde bloque. Voilà. Et donc, il y a un retard énorme dans la prise en compte des questions, des défis environnementaux dans la sphère réglementaire, retard considérable. Voilà. Et là, à nouveau, la bonne nouvelle toute récente, c'est que l'opinion publique, parce que le pouvoir fait ce que veut l'opinion publique à la fin de la journée, hein, c'est aussi bête que ça, l'opinion publique bouge positivement. On regarde effectivement les marches pour le climat, de plus en plus importantes. On regarde les mouvements activistes écologistes comme Extinction Rebellion qui sont de plus en plus écoutés. Vous regardez la poussée écologiste au municipal et vous vous dites, tiens, l'opinion est en train de bouger. Si l'opinion bouge, eh ben, les lois bougeront parce que le pouvoir politique aura les moyens de les faire bouger. Pour l'instant, il a du mal.
Et pour clôturer ce webinaire et poursuivre cette réflexion sur le politique, est-ce que selon toi, ces calculs seront un jour normalisés et est-on en relation avec des instances européennes pour travailler sur le sujet? Alors en fait, peut-être certaines personnes m'ont vu dans un truc qui était très rigolo, qui s'appelait, comment dirais-je, le tribunal des générations futures, où je prenais la défense de la comptabilité environnementale avec la méthode CARE. Et donc l'accusé, c'était Jacques Richard. Et donc je défendais effectivement le bien fondé d'une comptabilité environnementale, parce que de mon point de vue, il le faut. Mais du côté de l'accusation, il y avait, comment il s'appelle, le président de l'ANC, l'autorité des normes comptables françaises, et donc lui, il défendait le point de vue que les évaluations extra-financières suffisaient. Voilà. Donc ça vous dit tout simplement le boulot qu'il y a pour faire rentrer la comptabilité environnementale dans la voie de la normalisation, mais de mon point de vue, il le faut, et de mon point de vue, on y arrivera. Voilà. Et donc, à ce stade-ci, c'est pour ça que c'est, à mon avis, un mauvais combat de dire la méthode Thésaurus Empreinte, c'est la bonne méthode, et puis, comment dirais-je, la méthode CARE, c'est la mauvaise méthode, ou l'inverse. Je trouve que à ce stade-ci de la discussion, c'est pas opportun. Ce qui est opportun, c'est de dire mesurons avec efficacité, mesurons bien, faisons-le avec sérieux, et puis petit à petit, il va y avoir une convergence des méthodes, et puis au final, il y aura une comptabilité unique, et au final, il y aura une norme. Dans l'état actuel des choses, c'est une réflexion qui est en cours, mais comment dirais-je, il y a du chemin, quoi, il y a du chemin à parcourir. Merci Alan. On va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, bah, excusez-moi d'avoir été trop long. J'espère que ça vous a intéressé. Le PowerPoint sera à votre disposition. Et puis bonne journée à tout le monde. Merci à tous, bonne journée.